Donc bonjour à tous, je suis Julien Pubaro de l'agence Intuiti, donc qui est basée à Nantes, agence spécialisée dans le digital. Donc rapidement, avant d'aborder le sujet principal de ce tutoriel qui est Universal Analytics, et plus précisément j'ai choisi de vous parler de vos objectifs et de la manière dont vous allez pouvoir les paramétrer correctement dans la console. Je vais vous faire une rapide présentation de l'agence pour laquelle je travaille. Donc Intuiti qui se définit comme agence de tactique digitale et qui accompagne ses clients dans leur performance web. Donc tactique digitale en opposition à stratégie, parce qu'effectivement chez Intuiti, on est plutôt persuadé qu'on est dans la réaction sur le web. On peut tracer des grandes lignes, néanmoins on a besoin au jour le jour de constater de la performance et d'apporter des optimisations. L'agence s'est créée autour du SEO, donc du référencement naturel. C'est vraiment le centre de l'agence. Donc en termes de SEO, qui est vraiment le cœur de métier de l'agence, on voit qu'on est finalement assez user-centric, puisque quand on fait du SEO, on s'intéresse avant tout à ce que les internautes vont rechercher sur Google. Autour de ça, différents pôles se sont créés. Donc le pôle performance marketing, engagement social, donc sur toutes les problématiques social média, le design interactif, donc qui comprend des UX et des designers, donc les UX plutôt pour le storyboarding et l'expérience client, et donc les designers pour définir les univers graphiques. Et enfin, une grosse partie data analysis, donc là avec des data scientists qui analysent les data des utilisateurs et qui nous permettent derrière de remonter des informations plutôt intéressantes pour optimiser nos opérations. Donc sur l'ensemble de ces pôles, finalement, chez Intuiti, Universal Analytics, Google Analytics est omniprésent, puisque chaque pôle constate des résultats et va, chacun dans le périmètre de son expertise, apporter des optimisations sur les différents supports de nos clients. Donc j'en ai fini avec Intuiti. Donc en préambule, un rappel, effectivement, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un vrai intérêt pour le digital. Vous devez très certainement utiliser des outils Google. Je pense que Google Analytics en fait partie pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas, je pense que vous vous interrogez sur l'intérêt de ce type de solution. Donc effectivement, l'objectif d'un outil comme Google Analytics, ça va être de comprendre la performance du trafic, donc que ce soit les sources, quelles sont les sources qui me génèrent le trafic le plus intéressant, quelle qualité je peux mettre derrière ce trafic que je génère. Est-ce que c'est un trafic qui est impliqué sur mon site? Est-ce qu'il consulte de nombreuses pages? Est-ce qu'il interagit, que ce soit par le biais des commentaires ou par le biais, par exemple, de téléchargement? On peut imaginer avoir sur son site un livre blanc, par exemple, ou un catalogue produit que l'internaute va pouvoir télécharger. Et puis, bien sûr, toutes ces données liées vraiment à la conversion pure. Donc là, on parle beaucoup, nous, au sein d'Intuiti, donc de leads. Donc les leads, c'est ce qu'on appelle un contact qualifié. C'est quelqu'un à qui on est capable d'attribuer un email ou au moins un numéro de téléphone. Et puis l'autre objectif qu'on a avec Analytics, au-delà de cet aspect analyse, c'est d'avoir une idée du potentiel qu'on va pouvoir générer demain et les pistes de réflexion qu'on va pouvoir aborder pour optimiser cette performance. Donc effectivement, la mesure d'abord, donc pour une bonne mesure, le bon paramétrage d'Analytics, donc notamment le fait de poser les bons codes aux bons endroits sur les différentes pages HTML de mon site. Donc généralement, je vais marquer l'ensemble des pages de mon site avec ce fameux code Google, qui doit nécessairement déboucher sur une analyse, parce qu'effectivement, c'est très bien de mettre en place des outils de mesure. Encore faut-il avoir derrière le temps, l'énergie, les ressources pour pouvoir aller analyser ces résultats. Cette analyse de résultats qui doit derrière déboucher sur des corrections. Donc, on a tendance, nous, à scinder en deux grands univers ce qu'on va pouvoir retirer comme optimisation des analyses qu'on va pouvoir réaliser sur Google Analytics. C'est d'une part sur le marketing,
mon offre. Effectivement, j'ai beau générer un trafic très pertinent sur mon site, si je suis par exemple 2 fois plus cher que mes concurrents, la régie publicitaire avec laquelle je travaille aura beau générer du trafic, j'aurai beaucoup de mal à convertir sur le site. Le ciblage, bien entendu, est-ce que les internautes qui viennent sur mon site correspondent au profil d'audience que je recherche, la qualité des messages et des supports sur lesquels je peux être diffusé, etc. On peut intégrer dedans, bien entendu, toute la partie social media, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et puis, il y a la partie vraiment intrinsèque au site. Donc là, on va aborder des questions liées au référencement. Est-ce que je suis bien positionné sur les mots-clés qui m'intéressent? De quelle manière? Comment je vais faire pour pouvoir booster ces positions? On parlait tout à l'heure, lors de l'intervention précédente, effectivement, des contenus. Le référencement naturel s'appuie pas mal sur vos contenus. Donc effectivement, on va pouvoir se dire, tiens, il y a sur tel mot-clé, j'ai pas mal de difficultés à me positionner, donc je vais avoir tendance à booster le référencement sur ce terme en travaillant par exemple mes contenus ou en optimisant le site d'un point de vue technique. L'ergonomie aussi du site, qui va de pair avec ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Effectivement, quand je fais venir quelqu'un sur mon site, il faut qu'il ait un objectif à réaliser au bout du compte. Donc effectivement, l'ergonomie, l'entonnoir de conversion doivent faciliter la démarche de votre internaute et donc aboutir à la conversion. Donc l'idée vraiment, c'est certes de pouvoir mesurer, mais aussi de se donner des points de contrôle où on va pouvoir analyser les résultats et en tirer des corrections. Donc pour définir ces KPI, ce qu'on appelle les KPI, c'est les Key Performance Indicators, désolé pour l'anglais, sont les indicateurs clés de performance pour les francophiles. Donc effectivement, la première étape pour pouvoir définir mes indicateurs de performance, ça va être vraiment de me reposer la question, quel est l'objectif stratégique de mon entreprise? Effectivement, l'objectif de votre site internet est de s'intégrer dans la stratégie de l'entreprise, donc il faut que je me repose la question, effectivement, quel but j'ai derrière, quel objectif je me donne vraiment au niveau de ma société dans sa globalité. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un de mes clients qui est un pisciniste. Donc son site internet, l'objectif de son site internet aujourd'hui, c'est principalement de collecter des contacts qualifiés. L'objectif stratégique de l'entreprise, c'est bien sûr de vendre des piscines et par la même occasion de développer sa notoriété parce qu'il a un positionnement très premium. En deuxième point, on va se demander effectivement, donc j'ai un site, quels objectifs je vais donner à mon site pour contribuer à l'atteinte de l'objectif stratégique de l'entreprise. Donc le parti pris qui est celui de mon client, effectivement, ce n'est pas de vendre en direct des piscines sur Internet, hein, bien entendu, surtout là qu'on parle on parle pas de piscine gonflable, on parle vraiment de piscine en béton. Donc les objectifs du site aujourd'hui, c'est de soutenir sa communication aussi bien offline que online, donc c'est un réceptacle de cette communication, de renforcer son statut d'expert, donc c'est-à-dire qu'il va avoir des contenus sur son site qui vont lui permettre de renforcer ce statut et de se positionner finalement comme référent, de telle sorte qu'une personne qui a une interrogation à un moment donné sur le fait de construire une piscine a de fortes chances de tomber finalement sur son site pour avoir l'information. Donc ça renforce vraiment son statut et sa notoriété par la même occasion. Et bien entendu, en troisième objectif de son site, le fait de capter des contacts qualifiés par le biais d'un formulaire de devis. Donc bien sûr, cet élément se nourrit également de ces autres objectifs. On peut imaginer que ce sont des objectifs intermédiaires. Et donc la troisième étape, les indicateurs clés de performance, ce sont effectivement les indicateurs que je vais pouvoir aller consulter dans mes différents outils de suivi. Donc dans ce cadre-là, on a imaginé prendre le volume de trafic, effectivement, est-ce que mon site est visité, la part du trafic de marque, ça pour effectivement mesurer finalement le soutien que peut représenter le site par rapport à la communication offline et online. Effectivement, si j'ai beaucoup d'internautes qui arrivent sur mon site en ayant tapé directement ma marque ou en ayant directement tapé mon URL, eh bien, on peut considérer que c'est un trafic de marque. Le nombre de pages vues par visite, c'est un marqueur d'engagement qui est important pour mon client. Et puis enfin, on retrouve le trafic sur les pages conseils. En termes de conversion pure,
on a deux objectifs, le taux de conversion catalogue et le taux de conversion devis. Pour l'anecdote, il faut savoir que pour ce client-là, les prospects qu'il obtient sont beaucoup plus pertinents par le biais du catalogue que par le biais du devis. Et donc vous avez dû voir, on a des objectifs, c'est-à-dire qu'effectivement c'est très bien de se positionner sur des indicateurs clés de performance, encore faut-il avoir une donnée, une valeur qui nous sert de référence. Donc on a positionné ces références après avoir eu une période d'observation, en tout cas de la performance sur le site. Et donc on a pu décliner sur les différents indicateurs des objectifs à atteindre. Donc ça nous permet finalement tous les jours d'avoir des indicateurs finalement assez lisibles pour le client, marqueur vert, marqueur rouge, en fonction effectivement de l'atteinte ou non de ces objectifs. Et bien entendu, lorsque l'objectif n'est pas atteint, mais également lorsque l'objectif est vraiment atteint dans des proportions très importantes, on a tendance à analyser le pourquoi. Donc, après ce rappel, on va dire, un petit peu théorique, je suis rentré dans le détail sur Universal Analytics, donc sur la réalisation des objectifs. Donc tout d'abord, effectivement, paramétrer vos objectifs. Donc ça, c'est une capture d'écran de l'interface Google Analytics, donc de votre admin, qui est divisée en trois parties. Donc la partie compte, propriété, vue. On va s'intéresser essentiellement à la vue parce que c'est au niveau de la vue qu'on définit les objectifs. Donc effectivement, vous avez le bouton objectif, vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de créer un nouvel objectif. Donc tout de suite, on va vous demander donc de décrire cet objectif, donc de lui donner un nom. Je vous conseille bien entendu de lui donner un nom qui soit suffisamment parlant pour vous plutôt que objectif 1 ou objectif 2. Et ensuite, vous allez pouvoir définir le type de conversion. Donc effectivement, de manière native, Google Analytics vous propose 4 types de conversions différentes. Donc la conversion de type destination, on reviendra par la suite sur le détail de chacun. La conversion durée, donc qui est une conversion finalement d'engagement. Page par écran, par session. Donc effectivement, c'est également de l'engagement. Et puis, la dernière conversion, événement, donc là qui est un objectif un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il va demander une intervention, on va dire, technique sur le site. Donc on va reprendre ces différents objectifs. Donc tout d'abord, effectivement, l'objectif premier, donc destination. Donc comme son nom l'indique, en fait, il s'agit simplement de dire à Google, lorsqu'un internaute arrive sur telle page de mon site, je considère que c'est un objectif. Donc concrètement, sur un formulaire de devis, par exemple, la page objectif ne va pas être la page du devis, mais la page qui confirme que le devis a bien été réalisé. Généralement, vous avez une page après qui vous remercie d'avoir entré vos informations. Et vous allez pouvoir assez facilement, finalement, définir cet objectif dans la console. Donc, ici, nous, on utilise l'expression régulière, mais vous avez simplement la possibilité de choisir l'URL commence par. Donc là, vous allez pouvoir simplement mettre, par exemple, votre nom de domaine.fr / conversion validée, par exemple. Et donc là, vous allez mettre conversion validée. Donc à chaque fois qu'un internaute va afficher cette page, une conversion va simplement remonter dans la console. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, effectivement, c'est que pour un web marketeur, et c'est peut-être le cas sur certains de vos sites, c'est très compliqué de poser ce type d'objectif à partir du moment où il n'y a pas une page de confirmation claire avec une URL propre. Si par exemple, la validation du remplissage du devis se fait dans la même page par un pop-up, par exemple, ça pose plus de problèmes parce que là, vous allez avoir besoin d'une intervention technique dans le code HTML directement. Ensuite, en deuxième type d'objectif, nous avions la durée. Donc, comme son nom l'indique, c'est simplement à partir du moment où un internaute va passer un certain temps prédéfini, donc à moi de définir le temps qui me semble être juste pour marquer l'engagement des internautes. Donc pour ça, je peux me référer par exemple au temps moyen passé sur le site et puis me fixer comme objectif d'augmenter ce temps moyen. Donc par exemple sur un site de contenu, ça va être simplement le fait de faire du cross-article. Donc à la fin de l'article, j'ai tendance à proposer d'autres articles en correspondance et naturellement je vais engager l'internaute sur mon site et je vais lui faire passer beaucoup plus de temps dessus. Du même type, le troisième type d'objectif, le nombre de pages par session. Donc là effectivement vous définissez simplement
le nombre de pages objectifs qu'un internaute devra consulter par session. Donc ça peut être par exemple le nombre de pages nécessaires pour atteindre par exemple une certaine information qui pour vous va définir assez facilement la transformation du visiteur en prospect. Quatrième et dernier type d'objectif, effectivement, donc il s'agit des événements. Donc les événements, c'est pour pallier justement au fait que vous n'avez pas forcément une URL spécifique pour chacun de vos objectifs. Si par exemple vous avez un catalogue à télécharger ou une fiche par le biais d'un PDF, bah, généralement c'est un lien cliquable. L'internaute clique dessus, il a tout de suite accès à l'information. Il faut savoir qu'on ne peut pas par exemple poser un code Google Analytics sur un PDF. Donc on ne va pas pouvoir mesurer le nombre de consultations de ce PDF. Donc on va coller ce qu'on appelle un paramètre onClick, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur le lien, ça va déclencher une séquence qui fait remonter au sein d'Analytics un événement. Donc un événement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là on rentre un petit peu dans le code et personnellement c'est pas trop ma tasse de thé en plus. Mais effectivement vous avez 3 éléments pardon, important, c'est tout d'abord la catégorie, ensuite l'action et le label. Donc vous allez simplement dire à Google, à chaque fois qu'il y a un clic sur ce lien vers un PDF, eh bien je vais lui dire que la catégorie c'est un livre blanc, que l'action c'est le fait de télécharger, et que le label, bah, par exemple c'est un livre blanc sur le référencement naturel, donc je l'ai appelé référencement naturel. Donc je renseigne dans la définition de mes objectifs qu'à chaque fois que la catégorie livre blanc avec l'action téléchargement et le label référencement naturel remonte dans la console Google Analytics, eh bien tu vas considérer que l'objectif est réalisé. Si bien qu'on va finalement pouvoir se définir comme objectif un nombre de téléchargements par exemple de documentation, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure par exemple pour mon client pisciniste, effectivement le catalogue est générateur de beaucoup plus de prospects que le formulaire de devis. Donc voilà, ça c'est une méthode qui est un petit peu plus complexe, mais en tout cas qui va vous permettre vraiment de mesurer la performance. Un autre élément qui est très, très intéressant à utiliser, c'est l'entonnoir de conversion. Donc effectivement, lorsque je suis, on va prendre par exemple l'exemple d'un site e-commerce, quand je suis sur un site e-commerce, eh bien, à partir du moment où je vais arriver, alors généralement j'arrive sur une fiche produit parce que très rares sont les personnes qui tapent directement le nom de domaine du site marchand. Généralement ils passent par des comparateurs de prix, par de l'achat de mots-clés, etc. pour arriver sur votre site, et donc il arrive directement sur une fiche produit. Arrivé sur cette fiche produit, bien sûr, il va avoir la possibilité d'ajouter un produit au panier. À partir de là, on va considérer nous qu'on rentre dans l'entonnoir de conversion. Donc l'entonnoir de conversion, ce sont toutes les étapes que n'importe quel internaute va retrouver à partir du moment où il va vouloir acheter un produit sur votre site. Donc effectivement, là, on est dans le cadre d'un marchand de chaussures. Donc effectivement, on voit que la première étape qui a été définie est le panier non identifié, donc c'est-à-dire l'internaute, il consulte le panier, mais il n'a pas encore rentré son login et mot de passe, donc on n'est pas capable de savoir qui il est. L'étape d'identification. Et donc à chaque fois, on va pouvoir définir les différentes étapes, donc du panier non identifié, en passant par la création de compte, et ce jusqu'au paiement. D'ailleurs, à ce titre, si vous êtes un e-commerçant, il est intéressant effectivement après le module de paiement. Donc généralement, lorsqu'on fait un achat, on est rebasculé sur un site de banque. Il est intéressant d'avoir une redirection automatique vers votre site internet, ne serait-ce que pour faciliter la mesure de la conversion et que vous ayez des données plutôt proches entre ce que vous donne Analytics et puis ce que peut vous donner votre back-office qui vous permet de contrôler vos commandes. Voilà, donc à chaque étape, de la même façon que pour la définition des objectifs, eh bien, on a une URL spécifique. Donc cette URL permet vraiment d'identifier à chaque fois les différentes étapes. Du coup, lorsqu'on va dans la console, on va obtenir ce type de schéma. Ce type de schéma permet finalement assez rapidement et de manière très visuelle d'identifier des points de blocage qu'on pourrait avoir sur le site. Donc, en l'occurrence, pour ce client, donc là on peut voir dans la capture, donc on a sur la période étudiée, on a eu 4000 environ accès au panier. Sur ces 4000 accès au panier, eh bien, je peux voir de quelle page
ils arrivent. Donc généralement, ce sont des fiches produits. Et également voir les internautes qui arrivent sur le panier mais qui ne passent pas à l'étape suivante, qui préfèrent finalement quitter le site parce que les frais de livraison, par exemple, ne sont pas... sont trop élevés, ou parce qu'il y a un élément qui ne le rassure pas sur cette page, etc. Donc là, on voit que sur les 4000 personnes qui sont allées au panier, on en a 2300 qui passent par la session d'identification, donc vraiment qui se loguent et qui rentrent un mot de passe. Sur ces 2300, j'en ai plus que 1880 qui passent à l'étape de livraison, donc c'est-à-dire ils ont fait tout le processus. Ils sont au moment où on leur dit est-ce que vous voulez profiter de la livraison Colissimo ou du retrait en point relais, etc., etc. Sur ces 1880, j'en ai 1740 qui arrivent au récapitulatif, donc là c'est-à-dire récapitulatif de commande, le paiement est passé. Donc on voit qu'on a finalement une déperdition qui est assez importante entre les 4000 qu'on peut avoir sur le panier à l'origine et les 1740 qu'on peut retrouver en bout de chaîne. Alors d'une part, il y a le comportement internaute qui fait qu'on est énormément à remplir des paniers qu'on ne complétera finalement jamais, simplement parce qu'on a besoin à un instant T d'avoir une idée d'un tarif. Par contre, effectivement, en analysant les différentes pages qui génèrent de la sortie, eh bien, on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de sauter cette étape d'identification et de proposer une one-page checkout, donc c'est-à-dire une page où je n'ai pas besoin de rentrer mes informations, de me créer un compte, où je vais simplement donner mes informations de livraison, ce qui revient entre guillemets au même en plus. Mais c'est seulement à l'issue du premier achat qu'on va lui dire est-ce que ça vous intéresse finalement qu'on vous crée un compte définitif. Donc ce qui fait qu'on lève le frein de la création du compte, mais à l'issue finalement du process, l'internaute se rend compte qu'il a rentré quasiment toutes les informations qui permettent de rentrer le compte à l'exception du mot de passe. Et donc on lui propose au récapitulatif effectivement de finalement créer le compte. Donc voilà, l'entonnoir de conversion, il va vous permettre d'identifier des étapes bloquantes, donc que ce soit les frais de livraison, un formulaire qui est trop long. Donc généralement, lorsque votre formulaire est trop long, on a tendance à le séquencer en 2 voire 3 pages. La notion de commande sans compte, et puis également un élément qui rentrait pas mal en considération dans cet exemple, c'est le fait que le menu de navigation était apparent. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans le panier, que vous commencez à rentrer dans ce fameux entonnoir de conversion, l'idée pour le marchand, c'est de bloquer l'internaute dedans, éventuellement de lui proposer des produits complémentaires, mais en aucun cas de le faire sortir. Donc l'idée là-dessus, c'était tout simplement d'éliminer les différents boutons de navigation qui étaient présents dans le header, assez classiquement, je pense qu'on a tous ça sur nos sites. Et effectivement, on a pu observer des résultats beaucoup plus probants. Alors à chaque fois, c'est des petits pourcentages qui sont relevés sur la conversion, mais néanmoins, ces petits pourcentages qui viennent s'additionner les uns aux autres font que la performance peut assez aisément doubler si on fait les bons outils si on a les bons outils de mesure et d'analyse. Par rapport à ce travail, effectivement, sur les objectifs, il y a un autre sujet qui revient assez fréquemment sur Universal Analytics, c'est l'identification des sources. Alors effectivement, Google Analytics, de manière native, identifie certaines sources, mais pas toutes. Si par exemple, vous faites une campagne d'achat de mots-clés par le biais de Google AdWords, si vous synchronisez votre compte Google AdWords et votre compte Google Analytics, de manière assez simple, vous allez avoir les données de Google AdWords qui vont remonter dans Analytics. Vous les aurez bien identifiées comme une source AdWords. Néanmoins, si demain vous lancez une campagne, alors par exemple, là, j'ai fait le choix d'une campagne publicitaire bannière sur le site du Monde. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que Google va avoir beaucoup plus de mal à identifier la source exacte qui aura permis à l'internaute de venir sur votre site. Soit il va considérer que c'est un lien référent, effectivement, il va dire c'est Le Monde qui a généré ça. Pire, il va vous dire que c'est l'URL de la régie, parce que les régies font pas mal de redirections, etc., avant d'aboutir à votre site. Et potentiellement, on peut se retrouver avec l'URL de la régie, et là, ça devient incompréhensible. De la même façon, si vous faites des shoot emailing, vous pouvez avoir pas mal de difficultés, finalement, à identifier que le trafic est venu par le biais d'une campagne emailing.
Donc Google propose un outil, donc vous avez l'URL ici, vous pourrez le retrouver dans le document qui sera, je crois, téléchargé par la suite. Donc là, vous allez pouvoir définir pour une URL, donc par exemple, j'ai un email avec une redirection vers mon site, donc www.monnondedomaine.fr, et j'ai envie de savoir comment s'est comporté le trafic qui est venu par ce lien-là. Si je laisse les choses en tant que telles, soit Google va me dire que c'est un accès direct, soit c'est un lien référent. Donc ça ne correspond pas parce que c'est une campagne newsletter que j'aurais mis en place. Donc effectivement, là, si vous suivez ce lien-là, vous verrez que vous avez simplement à rentrer votre URL, donc la page sur laquelle vous voulez rediriger l'internaute, et ensuite vous allez rentrer des informations. Donc là, en l'occurrence, pour ma campagne sur Le Monde, donc je rentre Le Monde, je dis que c'est une campagne bannière. Contenu de la campagne, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais moi je m'en sers pour définir les formats, parce que effectivement vous verrez que sur des campagnes publicitaires, en fonction des formats, vous n'avez pas la même performance, ne serait-ce que parce que un format 300-250, généralement il va être mélangé avec le contenu du site, avec les contenus rédactionnels, tandis qu'une bannière par exemple va être positionnée dans le header, et généralement les internautes ont tendance à scroller assez vite, donc l'impact du header est assez faible. Et donc on donne un nom à la campagne, donc là c'était pour une offre promo. Si bien que lorsque je vais dans ma console Google Analytics, que je regarde mes sources de trafic, je suis capable d'identifier que Le Monde, par le biais d'une bannière 300-250, m'a ramené tel volume de trafic, qui s'est comporté de telle façon, qu'il a généré tant de conversions. Si j'extrapole ce fonctionnement à une newsletter, eh bien, je serai capable de dire tel lien dans ma newsletter génère telle performance, tel autre génère telle performance. Je vais être capable d'identifier finalement les contenus qui génèrent le plus d'audience sur mon site, quelle thématique intéresse le plus mes internautes. Et ça, clairement, ça me permet assez facilement de m'orienter pour mes futurs contenus, les futurs éléments que je pourrais promouvoir au sein de ma newsletter. Alors ensuite, lorsque vous rentrez dans la console Google Analytics, vous avez déjà énormément d'éléments de ciblage présents. Vous avez déjà une richesse d'informations qui est très importante. Néanmoins, il peut arriver de se dire, bon c'est bien, j'ai par exemple mes principales pages d'entrée, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelles sont mes principales pages d'entrée quand c'est une femme qui vient sur mon site. On peut imaginer, là je vous parlais de l'exemple de mon client marchand de chaussures, effectivement, ne serait-ce qu'entre hommes et femmes, on va aller dans des rubriques du site qui vont être différentes, on va peut-être pas consulter le site dans les mêmes proportions, etc., etc. Et donc, Google a mis en place les segments avancés. Donc les segments avancés, c'est des segments qu'on va paramétrer selon son besoin, pour pouvoir filtrer toutes les données qu'on va retrouver dans la console Analytics selon mon bon vouloir. Donc si je veux cibler simplement le trafic féminin, je peux le faire par le biais des segments avancés. Si j'ai envie uniquement de constater du comportement des utilisateurs provenant d'une source particulière, par exemple comment se comportent les gens qui viennent par le biais du Google AdWords, comment se comportent les gens qui viennent uniquement par le biais du référencement naturel, ça je vais pouvoir le savoir. Si je veux savoir par exemple quel est le comportement des internautes qui viennent pendant les horaires de bureau, je peux le savoir aussi. Si par exemple j'ai un site qui est plutôt orienté B2B, ça peut être intéressant effectivement d'avoir ce type de segmentation. Si je veux savoir comment se comporte le trafic qui vient parce qu'il connaît déjà ma marque, eh bien je peux le savoir aussi. Je vais pouvoir le comparer avec le trafic qui ne connaît pas du tout ma marque et vraiment faire une comparaison entre un trafic de prospect pur et un trafic qui a déjà été sensibilisé. Donc par défaut, quand vous arrivez dans la console, vous verrez en haut, Google active tout simplement toutes les sessions. Donc là-dessus, effectivement, vous avez l'ensemble du trafic qui est analysé. Lorsque je clique sur toutes les sessions, ça va déployer un menu. Donc Google est sympa, il vous propose quand même d'ores et déjà des segments système. Donc dans les segments système, on en retrouve certains qui sont plutôt intéressants et qui vont vous permettre déjà de dégager des analyses plutôt pertinentes sur le comportement des internautes de votre site. Par exemple, je pourrais filtrer uniquement sur le trafic qui a abouti sur une conversion. L'objectif, ça serait d'étudier le comportement d'un utilisateur sur votre site. Quel est le comportement type qui va favoriser la conversion? Je vous parlais tout à l'heure par source, effectivement, les accès directs, ceux-ci sont en natif.
Si j'ai envie d'analyser uniquement les visites pour lesquelles l'internaute a fait une recherche sur le site, j'ai un moteur de recherche sur le site, je suis capable également de regarder le comportement, etc. etc. Donc effectivement, un internaute qui a réalisé une conversion, c'est toujours intéressant de se dire quel a été son comportement sur le site, quelle page il est allé consulter, quelles sont celles qui ont eu un vrai poids dans le passage finalement du simple visiteur au prospect qualifié pour lequel j'ai un nom, un prénom, une adresse mail, voire un numéro de téléphone. Donc j'ai pris quelques exemples de segments avancés pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout à l'heure, je vous disais les segments système. Donc on a la possibilité de personnaliser. Donc là, en cliquant tout simplement sur le nouveau segment. Donc le premier segment que j'ai créé, c'est un trafic de notoriété. Donc là, vous rentrez dans la console, il vous propose soit de faire un segment basé sur les données démographiques, donc on reviendra dessus après. Sur les technologies, si par exemple j'ai envie uniquement d'analyser le comportement des utilisateurs qui ont un écran avec une résolution de 1024 par 768, je peux le faire. Je ne suis pas sûr que vous allez en tirer beaucoup d'informations, mais vous avez la possibilité de le faire. Le comportement également. Quelle page il est allé consulter? S'il y a une page pour vous qui est une page levier dans le fait de passer d'un visiteur à prospect, effectivement, ça peut être intéressant d'analyser le comportement qu'ont eu les internautes qui ont visité cette page. La date de la première session. J'ai fait une campagne publicitaire. Elle s'est lancée, je ne sais pas, le 15 août par exemple. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne date d'ailleurs. Lancé le 15 août, voilà, tous les internautes qui sont arrivés et qui ont fait une première session le 15 août, quel a été leur comportement dans le temps? Ça également, je vais pouvoir le savoir. Les sources de trafic, bien entendu, segmentées par source. Et donc les conditions, donc là où on va pouvoir créer quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc pour le trafic de notoriété, eh bien là c'était pour mon client qui est Belém, je pense que certains d'entre vous doivent le connaître, c'est un fabricant de portes d'entrée. Donc Belém, eh bien tout simplement ce que nous avons considéré comme du trafic de notoriété, c'était à chaque fois que le terme Belém était présent, bien entendu, dans la recherche de l'internaute sur Google. Donc en sachant qu'il y a beaucoup de variantes, eh bien, on écrit simplement Bell. Et puis on ajoute également la possibilité que l'internaute soit aussi venu par un accès direct. Parce qu'on se dit que si l'internaute est arrivé par un accès direct, c'est que vraisemblablement l'URL il est bien allé la chercher quelque part, que ce soit dans un catalogue, sur une pub dans un magazine, etc. etc. Et donc Google, lorsque je rentre ces informations, eh bien m'estime tout de suite la part des internautes qui sont concernés par ce ciblage, par ce segment. Donc là, on voit voilà, qu'on a quasiment 30% des utilisateurs du site qui sont des gens qui ont déjà interagi avec Belém ou en tout cas qui connaissent déjà la marque. Je vous parlais du trafic féminin. Bon, celui-ci très très simple à activer. Vous rentrez dans les segments, données démographiques. Donc là, vous voyez, vous avez les tranches d'âge par exemple. Et donc là, vous allez pouvoir choisir effectivement le sexe. Donc là, dans le cadre de Carré Pointu, donc, qui est mon marchand de chaussures, eh bien, j'ai 47% des utilisateurs qui sont considérés comme étant femmes. Alors il faut faire attention bien entendu parce que Google s'appuie sur ses propres informations qui sont issues des comptes Google, etc. pour en tirer des extrapolations. Donc il faut toujours, et ça c'est plutôt vrai avec toutes les informations dans Google, on va plutôt analyser des taux d'évolution plutôt que des chiffres bruts. Analyser un chiffre brut en tant que tel peut être un petit peu dangereux. Je vous conseille vraiment de vous focaliser sur les taux d'évolution et de toujours remettre dans le contexte vraiment de l'analyse. Le trafic engagé, donc toujours chez Carré Pointu, après une analyse du comportement des internautes, on s'est rendu compte qu'on avait des visites qui avaient une moyenne de 2 à 2 minutes 30. Donc nous, on s'est fixé comme objectif de booster ce trafic à 3 minutes. Donc voilà, on a créé un segment particulier pour étudier le comportement de ces internautes. Le trafic mobile, donc ça c'est très intéressant, effectivement. Peut-être que vous êtes dans la réflexion, est-ce que j'ai besoin d'un site mobile? Google peut d'ores et déjà vous orienter là-dessus. Effectivement, de manière native déjà, vous avez la possibilité de voir le trafic qui est généré par les smartphones ou par les tablettes. Donc effectivement, là pour un Carré Pointu, on voit qu'on atteint quasiment les 40%. Donc clairement, l'intérêt d'avoir un site responsive design se fait clairement sentir pour ce type de client.
Vous pouvez même aller plus loin, hein, si vous avez envie de connaître le pourcentage des utilisateurs de iPhone qui viennent sur votre site ou d'Android, etc. On a la possibilité de le faire. On peut rentrer assez précisément, finalement, même dans des typologies de tablettes. Et je vais pouvoir combiner certains éléments pour me créer un segment personnalisé qui convient complètement à mon besoin. Donc d'une part par la technologie, donc en cochant simplement que ce qui m'intéresse c'est d'étudier le trafic mobile, mais également ce qui m'intéresse c'est de connaître le trafic mobile qui a réalisé des commandes et comment il s'est comporté sur le site. Et donc là, je vais pouvoir rajouter, en plus de la technologie, le ciblage donc commande, donc supérieur ou égal à 1. J'ai fait au minimum une commande par session. Et donc là, on a un certain nombre d'utilisateurs qui remontent et qui permet finalement de constater de la performance du mobile. Dans le cadre de Carré Pointu, on se rend plus compte que les gens ont tendance à venir en journée sur le mobile et à réaliser par contre la conversion le soir une fois chez eux. Voilà pour les segments avancés. Et je finis simplement par une petite astuce qui ce sont les alertes personnalisées. Donc les alertes personnalisées, ce sont des alertes en temps réel. Donc ça peut arriver, parfois il y a un problème sur le site, le trafic tombe et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc Google Analytics vous permet effectivement de vous lancer des alertes sur des critères un peu particuliers. Par exemple, mon taux de conversion a baissé, j'étais à 2,5% en termes de conversion, je suis rendu à 1%. Mais effectivement, ça peut être intéressant que Google Analytics vous envoie une alerte pour vous prévenir et vous invite effectivement à analyser la chose. Donc ça, vous le paramétrez directement également au niveau de la vue dans l'administration de votre compte Google Analytics. Voilà.